Dans ce chaos généralisé, parlons d'un pays qui semble se tenir à l'écart, la Syrie d'Ahmed El-Shara. Les Américains l'auraient encouragé à déployer ses troupes dans l'est du Liban pour contrer le Hezbollah. Démenti formel de l'envoyé spécial américain sur place. Bonjour Wassim Nasr. Comment se positionne Damas dans ce conflit? Déjà, il faut rappeler que l'actuel pouvoir à Damas a un grand contentieux avec l'Iran. On va montrer des photos, donc la photo de Qassem Soleimani qui était à la tête des forces Quds, donc les forces spéciales iraniennes à l'extérieur de l'Iran. Là, on le voit à Alep-Ville en 2016, après avoir défait les rebelles et défoué le front al-Nusra, dont HTS est issu. On va aussi voir des images de Qassem Soleimani lui-même à la frontière irakienne, donc avec les milices irakiennes qui ont fait le gros de l'effort de guerre en soutien à l'armée syrienne d'Assad. Soleimani a été tué sous le premier mandat Trump, mais on rappelle le contentieux entre Damas et Téhéran. Et je vais montrer des images que j'ai filmées moi-même l'été dernier à Tadmour, donc Palmyre, dans le centre de la Syrie, dans le centre du désert de l'Abadia. Et donc pourquoi ces images? Parce que c'était le nœud gordien des routes de trafic d'armement ou de cheminement d'armement, parce que c'était pas du trafic, c'était avec l'accord d'Assad entre l'Iran, donc Iran, Irak, Syrie, Liban. Et là, on va voir ce qui était, en tout cas, les casernes des gardiens de la révolution et des milices irakiennes complètement aplaties à terre, à côté des casernes russes, rappelons-le, et donc qui ont été bombardées par la chasse israélienne et par la chasse occidentale juste après, disons, la chute d'Assad. Puis on va regarder des images, les dernières images qu'on a pu avoir, c'est une photo donc de roquettes anti-chars guidées Concorde, donc fabrication russe, qui était arrêtée à Nabak. Nabak, c'est juste à la frontière libanaise. De gros combats avaient eu lieu entre le Hezbollah et les rebelles syriens à l'époque. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est la fin de cette route d'acheminement d'armement depuis l'Iran jusqu'au Hezbollah. Donc la Syrie joue un rôle, malgré tout, c'est empêcher l'acheminement d'armement pour le Hezbollah. Ils sont très actifs à la frontière, que ce soit dans la région de Homs ou tout le long de la frontière libanaise, mais aussi à la frontière irakienne, parce que c'est leur intérêt premier. Le Hezbollah, c'est leur ennemi, mais aussi parce que ça arrange le nouveau positionnement de la Syrie en coalition avec qui? Avec les États-Unis. La Syrie qui tente aussi de consolider son unité nationale. On parlait beaucoup en début d'année des Kurdes qui sont entrés dans le rang. Est-ce que ça se confirme avec le temps, Wassim? Oui, effectivement, mais bon, parlons de quelque chose dont on n'a plus parlé, c'est le camp d'Al-Hol, donc où il y avait des familles, disons, de djihadistes qui étaient détenus. Et le camp d'Al-Hol contenait ou avait à l'intérieur des familles qui s'étaient de près ou de loin liées à l'État islamique. Et là, on parle de milliers de Syriens et d'Irakiens, de sources propres. Quand les Kurdes ont lâché le camp, il y a eu un gap, il y a eu quelques fuites, puis les autorités d'Hamas sont rentrées dans le camp, sauf qu'au bout de 10 jours, et ça c'est quelqu'un qui avait entre ses mains le dossier d'Al-Hol, ils ont compris que c'était impossible de gérer ce camp. Il y avait 137 brèches dans la muraille. Et ce qui n'a pas été dit officiellement a été fait dans les faits, c'est qu'ils ont laissé les familles syriennes et irakiennes rentrer chez elles. Et quand on dit famille de djihadistes, c'est pas comme on imagine ici en Occident. Vous savez, ça peut être tout un village dont un ou deux membres ont rejoint l'État islamique. Et le reste, et là on voit le camp d'Al-Hol sur la carte, et le reste des familles qui n'avaient nulle part où aller, donc a priori Deir ez-Zor, Alep et Raqqa, ont été acheminées vers un camp qui est aussi dans la région d'Alep. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est important dans la mesure où ça prive l'État islamique de quelque chose de très important, parce que ça faisait partie de sa propagande en disant regardez, Ahmed El-Shara est le geôlier aujourd'hui des femmes et des enfants musulmans, etc. Mais aussi parce que ça permettait à l'État islamique de ramasser de l'argent. Il y avait des campagnes mondiales pour attirer des dons en soutien à ces familles. Donc c'est une carte qui a été plutôt bien jouée par les autorités de Damas, même si la couverture a été plutôt imprécise, disons. Et même si les communiqués de Damas et des Kurdes ne reflétaient pas vraiment la réalité qui est entre deux, telle qu'on vient de décrire. Mais les dossiers où ils ont avancé pour parler des Kurdes, c'est par exemple le dossier de Kobané. Donc on a des images d'une patrouille des forces de sécurité intérieure à Kobané même, donc qui patrouille aujourd'hui, et où des forces Assayesh, donc de la police des forces kurdes, qui a été intégrée à cette force-là. Donc évidemment, c'est pas évident. Il y a des troubles encore. Il y a des personnes qui essayent d'attiser, disons, le conflit entre surtout la majorité sunnite qui revient dans la zone et les nouvelles autorités de Damas. On va voir des images du retour des déplacés de Chouyour qui étaient partis de cette zone à la faveur de la guerre contre l'État islamique il y a 12 ans et qui commencent tout juste à revenir après le déminage
de la ville. Et le déminage de la ville, c'était tous les jours des tonnes d'explosifs ont été enlevés. Et là, il passe le pont qui a été refait par les habitants et qui a été dynamité par l'État islamique en 2015. Mais les contentieux entre les gens, donc entre les Kurdes et les Arabes sunnites, sont bien réels. Et c'est aux autorités de Damas de gérer cette situation. Il y a aussi l'intégration et la nomination d'un gouverneur donc, qui appartient au YPG kurde à Assaké, mais aussi le fait que Sipanamo, un commandant PKK historique, était nommé dans les rangs du nouveau ministère de la Défense syrien. Et je terminerai par quelque chose de très intéressant. Shara propose aujourd'hui de créer une sorte de coalition arabe, donc économique et politique, mais pas militaire, pour faire face à l'Iran et contrer aussi la toute-puissance d'Israël. Et je rappelle juste que c'est quelque chose qu'il m'avait exposé lui-même comme inéluctable à Idlib en 2023, parce qu'il m'avait dit à l'époque que Téhéran contrôle 4 capitales arabes et ça serait inéluctable, c'est la marche de l'histoire telle qu'il a dit, que les pays du Golfe surtout soient moteurs pour contrer cette influence iranienne et peser face à la toute-puissance israélienne. On y est. Le monde change à vitesse grand V, en grand V là-bas. Merci beaucoup, Wassim.